Nós estamos aqui com Patrick Viverré, numa localidade perto de Lyon, num almoço entre amigos, e a gente está aproveitando essa oportunidade para fazer uma entrevista com ele, para que vocês tenham a presença dele nesse evento de lançamento. Patrick, o que você podia dizer aos alunos, aos voluntários que vão construir conosco o Brechó Ecosolidário e aos seus leitores sobre a importância da sobriedade feliz num momento como esse da humanidade? Si on veut voir l'enjeu de ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, et c'est un terme que j'aime bien également, il faut comprendre que c'est la réponse à un autre couple qui est la démesure et le mal de vivre. La démesure, ce que les Grecs appellent l'hubris, on peut dire aussi le contraire de la sobriété, c'est l'ébriété. C'est-à-dire c'est une situation d'excès, de démesure, qu'on voit dans toutes les facettes de la crise. Par exemple, la démesure sur le plan écologique, elle se manifeste quand on regarde l'empreinte écologique par le fait que l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest ont une empreinte écologique qui répond à plusieurs planètes nécessaires si on voulait avoir le même mode de production et de consommation pour l'ensemble des habitants de la Terre. La démesure dans la biodiversité, elle se traduit par la destruction croissante d'espèces chaque année. La démesure sur le plan social, elle se traduit par l'explosion des inégalités sociales à l'échelle mondiale, mais aussi à l'intérieur de nos propres pays. Quand, reprendre les chiffres des Nations Unies, la fortune personnelle de 225 personnes est égale au revenu de 2,5 milliards d'êtres humains, c'est aussi de la démesure. Et puis là où la démesure est la plus nette, c'est dans la sphère économique, puisque pour reprendre un chiffre donné par Bernard Liétard, qui est un des anciens responsables d'une banque centrale, la Banque centrale de Belgique, 97% des transactions financières quotidiennes ne correspondent pas à de l'économie réelle, à des biens et des services effectifs. Ils correspondent à de l'économie spéculative. Donc il y a le phénomène de la démesure. Et face à ce phénomène de la démesure, on comprend bien que l'un des enjeux, c'est de revenir à des limites. Les limites écologiques, les limites sociales, ça veut dire réduire les inégalités, les limites financières, ça veut dire réguler la sphère financière, mais c'est la même chose du point de vue démocratique parce qu'il y a aussi de la démesure dans le rapport au pouvoir. L'une des raisons pour laquelle l'Empire soviétique s'est effondré il y a 20 ans, c'est de la démesure dans le rapport au pouvoir, et c'est la même chose pour les despotismes arabes en Tunisie, en Égypte, en Libye. Donc face à la démesure, il faut réinstaurer des limites. Mais si on se contente de voir l'alternative à la démesure, on ne traite qu'une partie du problème. Parce que la démesure elle-même, elle est liée à du mal-être, à du mal de vivre. C'est évident sur le plan personnel. La boulimie, la toxicomanie, l'alcoolisme sont des indices de mal de vivre pour une personne. Ce qu'on sait, c'est que c'est vrai aussi pour les sociétés. Par exemple, le rapport mondial sur le développement humain avait mis en évidence que trois grands budgets, que sont les dépenses annuelles de drogue et de stupéfiants, les dépenses d'armement ou les dépenses de publicité, représentent à chaque fois 10 fois, des fois 20 fois, l'ensemble des sommes qui seraient nécessaires pour assurer les besoins de base, les besoins vitaux de l'humanité, la faim, l'accès à l'eau potable, les soins de base, le logement. Pourquoi ce phénomène-là? Parce que si je prends par exemple la drogue et les stupéfiants, chaque année, on dépense 10 fois plus au minimum, parce qu'il y a toute une partie souterraine,
pour la drogue et les stupéfiants que pour l'eau, la faim, les soins de base et le logement. Ben, l'économie de la drogue et des stupéfiants, c'est typiquement ce qu'on peut appeler une économie de gestion du mal-être. Hein, parce qu'une chose est de dire par curiosité, par convivialité, on se prend de temps en temps un pétard. Une autre chose est quand on se drogue durablement avec des drogues dures, c'est un indice qu'une société va pas bien. Les 5 millions de drogués américains avec des drogues dures sont un indice d'un mal-être de la société américaine. Donc on peut dire, rien que déjà, l'ampleur de l'économie de la drogue et du stupéfiant établit un lien entre des mesures et mal de vivre. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si, sur un plan très concret, la plupart des acteurs sur les marchés financiers, par exemple les traders, ont recours à des drogues telles que la cocaïne, parce qu'ils sont dans un tel état de stress permanent. C'est le Wall Street Journal qui dit explicitement ceci: Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie ou la panique. Qu'on soit dans un état euphorique ou dans un état de panique, à chaque fois, on est dans un état d'excès et de démesure, et on comprend bien que le stress que ça génère appelle de la consommation de drogue. Ben, ce couple entre démesure et mal de vivre, on le rencontre aussi dans l'armement, parce que l'essentiel des dépenses d'armement, ça représente 20 fois les sommes qui seraient nécessaires pour les besoins vitaux de l'humanité. C'est de la gestion, de la peur, de la domination et de la maltraitance, l'essentiel des dépenses d'armement. Si c'était de la protection, ça servirait par exemple à défendre leur peuple contre des tyrans et contre des logiques répressives telles que ce qu'on voit en Syrie. Et là, comme par hasard, on dit ah ben là, on ne peut rien faire, on est impuissant. L'essentiel des dépenses d'armement, elles gèrent de la peur, de la domination et de la maltraitance, qui est une autre version du mal de vivre. Et les dépenses de publicité, le troisième poste analysé par le rapport mondial sur le développement humain, on peut aussi les analyser dans ces termes-là, parce que de quoi nous parle la publicité? La publicité nous vend en permanence des promesses qui correspondent à l'inverse de ce que nos modes de vie, de production et de consommation nous empêchent de vivre. Plus nous sommes dans la destruction écologique, plus la publicité nous vante la beauté, plus nous sommes dans la rivalité, la compétition, et plus la publicité nous parle d'amitié, d'amour ou de paix. Plus nous sommes dans une absence de vie intérieure à cause du stress que génère ce mode de vie, et plus la publicité va nous vanter la sérénité, l'authenticité, etc. Donc là aussi, on est sur une forme d'économie du mal de vivre. Donc une fois qu'on a compris ce lien entre des mesures et mal de vivre, on voit bien à ce moment-là que la réponse positive, c'est à la fois la sobriété, l'alternative à l'ébriété, la logique d'acceptation des limites, mais que c'est aussi d'aller travailler sur un mieux vivre, ce que le Forum social mondial de Belém avait appelé les sociétés du bien vivre. Parce que si on se contente d'être dans la limite sans travailler sur un meilleur art de vivre, c'est comme un toxicomane auquel on proposerait de faire une cure de sevrage. S'il n'a pas une espérance positive, ben, il préférera encore rester avec sa toxicomanie. C'est pour ça que l'approche en termes de sobriété heureuse, elle est, je crois, tout à fait nécessaire pour répondre à ce couple de la démesure et du mal de vivre. Ariane demande si vous pouvez finir là-haut, parce que tout le monde est parti et tout le monde vous attend. Si vous pouvez finir votre reportage là-haut. D'accord. Excusez-nous. Non, non, mais on bloque tout le monde.